Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télécréole. Bonne année en effet, que le meilleur de 2015, oui que le meilleur de 2015 soit le pire de 2016, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Et je vais bien sûr renouveler ces vœux de bonne année 2016 à notre avocat pour votre émission Les Experts, c'est tout de suite après le générique. Bonne année, maître Limossim, bonne année. Bonne année Fred, et bonne année à tous nos téléspectateurs. Ah, voici une nouvelle année qui commence, on a changé le calendrier, une nouvelle page blanche et bien sûr le premier mois arrive. Et puis voilà, c'est le premier mercredi où nous allons commencer bien sûr à retrouver notre émission, c'est émission pas émission, oui, non, c'est émission, voilà, les experts. Et bien sûr, on vous attend toutes et tous au standard au 02 62 566 566 afin de poser vos questions à maître Limossim. Eh bien écoutez, nous allons commencer directement avec une petite question en attendant bien sûr le coup de téléphone de nos téléspectateurs. Et d'ailleurs bien sûr aussi on salue l'AFM avec Créole FM. Nous sommes bien sûr en direct et n'hésitez surtout pas également à nous passer un petit coup de téléphone. Voilà, alors nous allons commencer avec un petit sujet. Nous allons parler du droit à l'image. Il est vrai que le droit à l'image c'est important, on peut se faire filmer comme ça, alors bien sûr volontairement ou à l'insu de son plein gré, on ne sait pas. Eh bien écoutez, comment ça se passe? Est-ce que le droit à l'image est réellement protégé et est-ce qu'on peut se plaindre si notre visage, si notre propre personne est diffusée dans un reportage ou autre? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le droit à l'image est-il important et faut-il bien sûr régulariser tout ça? Alors, donc le droit à l'image, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que d'abord, le droit à l'image concerne la personne, les libertés individuelles. Et en tant que telles, les libertés individuelles sont protégées, je dirais, par la Constitution française, donc celle qui date de 1958, parmi les droits fondamentaux qui entourent la personne humaine, la dignité, son droit à l'image, comme également d'autres droits qu'on connaît dans la Constitution, la liberté de se déplacer, la liberté de travailler, la liberté d'avoir son propre culte ou religion. Donc le droit à l'image, c'est ce qui est attaché à la personne. Le droit à l'image, je crois qu'il y a quelques dispositions dans le Code civil, mais sinon, le droit à l'image, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Parce que quand le Code civil a été écrit et rédigé, c'est-à-dire sous Napoléon, il y a maintenant... C'est un très bel appart, voilà. C'est un bon appart. Oui. Voilà. Sous Napoléon, il y a 2 siècles, on ne parlait pas de droit à l'image. Mais ça rentre dans les libertés individuelles. Le droit à l'image, il faudrait, je pense, distinguer si vous êtes peut-être quelqu'un de connu, ou sinon vous êtes quelqu'un, tout le monde. Vous êtes monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Alors le droit à l'image sera certainement beaucoup plus protégé si vous êtes quelqu'un de connu, parce que... il y a des contrats. Il y a des contrats, et puis on ne peut pas utiliser, je vais citer, je ne sais pas, une personne connue, qu'on va prendre son image pour faire de la publicité, commercialiser une marchandise, par exemple. Donc ça, évidemment, ce n'est pas possible. Maintenant, si vous êtes monsieur tout le monde ou madame tout le monde, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 formes. Soit vous pouvez vendre votre droit à l'image, auquel cas, vous avez signé un contrat peut-être avec un publicitaire, un annonceur, un commerçant qui va exploiter l'image que vous lui avez accordée. Donc, c'est un contrat qui va être à durée déterminée et qui va vous dire... c'est les contrats publicitaires en somme, ce que vous allez faire, comment vous allez être rémunéré et comment va être utilisée votre image, sur quel support et dans quel contexte de publicité. Maintenant, si, imaginez, on a pris, vous ne le savez pas, un jour vous découvrez, en passant dans la rue, que votre image figure au bord de la rue sur un grand panneau de 5 mètres sur 5 mètres, et vous ne le saviez pas. Alors maintenant, est-ce que sur cette photo, vous êtes tout seul ou vous n'êtes pas tout seul? Si par exemple, vous êtes dans le public, dans la population, c'est une photo qui a été prise, je ne sais pas, à l'occasion d'une grande fête, 14 juillet, quelque chose comme ça, on prend votre photo et on l'utilise de manière générale, mais vous êtes parmi tout le monde. Là, il faut, à mon avis, distinguer entre une photo qui est prise avec d'autres personnes et une photo de vous, prise... En premier plan. En premier plan, vous tout seul, où on ne reconnaît que vous. Évidemment,
là, il y a un problème, c'est-à-dire que votre droit à l'image n'a pas été respecté. Vous êtes en droit, effectivement, de faire des réclamations. D'accord, donc c'est par rapport au photographe ou par rapport à la boîte de production ou publicitaire. Donc là, on peut en effet dire, attendez là, j'ai pas donné du tout mon droit à l'image, vous l'avez pris comme ça, je peux vous demander des dédommagements? Oui, bien sûr. On peut demander des dédommagements. Et puis le droit à l'image, ça peut toucher les adultes, ça peut aussi toucher les enfants. Moi, j'ai été déjà amenée pour avoir à rédiger, par exemple, des contrats où je devais contractualiser le droit à l'image de gamins, enfin, en tout cas, pas forcément de gamins, mais de mineurs. Donc, c'est tout à fait possible aussi qu'un mineur, c'est-à-dire quelqu'un de moins de 18 ans, puisse exploiter, entre guillemets, donner son droit à l'image et être rémunéré pour cela. D'accord, très bien. Donc c'est important, donc soyons vigilants au pire des cas. Si quelqu'un vous prend en photo ou vous filme, eh bien demandez quand même le droit à l'image. Alors on peut le donner aussi, parce que souvent on dit ouais, est-ce que vous me donnez votre droit à l'image? Souvent les boîtes de production font un petit papier en disant voilà, je sous-signais un tel, cède tous mes droits, etc. Et ça peut se faire aussi. Ça dépend si c'est à but commercial ou pas, parce que par exemple... je rappelle un exemple que tout le monde sait. Par exemple, à l'école, tous les ans, les établissements scolaires font des photos. Oui. Et ils vous demandent, est-ce qu'on peut exploiter les photos de vos enfants tout seul ou en classe, par exemple, de la revue scolaire de l'établissement? Et en général, tous les parents signent oui. Mais là, c'est pas tout à fait comme si on va commercialiser votre image sur des panneaux publicitaires et vendre quelque chose. C'est pas la même chose. Bien sûr. Donc il faut faire un petit peu attention. Il faut bien évidemment signer, accepter, mais après, comme être l'objet d'une commercialisation, ça c'est différent. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions pour le droit à l'image. On vous attend au 02 62 566 566. Le plateau est chaud, il fait très chaud. C'est vrai il fait très chaud. Ah là, on est Je crois qu'on a oublié la clim. C'est une émission Les Experts version sauna hammam. Voyez-vous ça? On va donc en même temps pouvoir éliminer quelques toxines. Eh bien écoutez, en attendant bien sûr toujours vos appels au 02 62 566 566 dans Les Experts, votre émission, en compagnie de Maître Limossim. Eh bien écoutez, nous allons parler d'un autre sujet, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est vrai qu'on peut souscrire comme ça, mais alors soit on le dit en effet à son conjoint ou à sa famille, j'ai pris une assurance vie, alors à ce moment-là bien sûr ça donne un prix au décès de la personne, ou alors bien sûr pour qu'il n'y ait pas ce problème-là, on ne dit rien, on prend une assurance vie bien sûr pour pouvoir faciliter également après son départ la famille. Mais souvent, quand la personne n'en a parlé à personne, c'est le cas de le dire, il part avec son secret. Et souvent, ce qui restait, c'était en effet cette somme qui n'était pas réclamée, puisque les gens ne le savaient pas. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas très très longtemps, en effet, par rapport aux assureurs, surtout par rapport à cette assurance vie, où ils ont l'obligation de trouver l'ayant droit. C'est bien ça ? Alors oui, question intéressante. Effectivement, c'est une actualité législative, parce que je crois que la semaine dernière, il y a une disposition qui est passée au niveau du gouvernement qui concerne justement le traitement des assurances-vie par les établissements bancaires, les établissements d'assurance-vie qui gèrent ce genre de contrat. Parce qu'on avait remarqué que, surtout en métropole, beaucoup d'assurances-vie restaient en déshérence. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que les établissements bancaires, les établissements financiers n'avertissaient pas la famille ou personne que, par exemple, un monsieur un tel qui est décédé a laissé une certaine somme sur un compte. Certains établissements ne cherchaient pas réellement à qui pouvaient revenir ces comptes en banque et ces sommes. C'est-à-dire que il y a eu je crois que cette disposition nouvelle a été motivée par le fait qu'il y avait eu des abus. C'est-à-dire que ces sommes qui sont restées au sein des banques, pas distribuées en plus, apparemment c'est resté sur des comptes. Beaucoup de millions d'euros, je me demande même s'il n'y a pas proche de milliards d'euros, je ne sais pas. Je dis, mais la somme m'avait paru la semaine dernière effectivement assez astronomique. Donc il a fallu réglementer pour que les établissements bancaires soient moins opaques, les établissements financiers comme cela soient moins opaques. Et maintenant, il y a une réelle obligation pour ces établissements d'aller chercher si des ayants droit existent et aller les retrouver. Alors qu'auparavant, je ne sais pas comment ça se passait, mais manifestement, les choses n'étaient pas faites dans les règles. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
peut-être que vous allez vous retrouver cette année ou l'année prochaine, vous, Fred, avec ou, une lettre de la banque disant, écoutez, voilà, on a fait une petite recherche, il s'avère que vous portez le même nom que monsieur Untel. Est-ce que c'est bien vous? Seriez-vous parent? Est-ce que vous êtes bien Donc un après, proche parent ou même un lointain Ils parent? vont demander quand même le livret de famille ou du moins l'acte de naissance pour bien Il y aura certainement des vérifier contrôles. cette véracité. Il y aura certainement des contrôles. Voilà, très bien. Donc c'est une très bonne chose, c'est en tout cas quelque chose un petit peu bien, quoi, c'est un cadeau. Et puis c'est normal, non mais c'est pas ça, c'est qu'on souscrit à une assurance vie, puis bah ça y est, je suis décédé, bah personne n'a l'argent, merci, bah ouais. C'est normal, et ça C'était la participe. suite quoi, ça C'est s'appelle normal, et un ça service participe. après mort ou un service après vente. Oui, et ça participe tout simplement à la loyauté dans les contrats. C'est clair. Voilà, quand deux personnes sont en relation contractuelle, qui peut être écrite ou pas écrite, il y a une certaine loyauté, on doit exécuter. Si quelqu'un vous a donné de l'argent pour tel motif, il faut respecter la volonté de la personne. Donc, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté contractuelle. Donc, il faut, c'est plus que du droit, c'est même de la morale, tout C'est de la simplement. morale, c'est de la morale. Il faut respecter Eh bien, ses voici. engagements. Tout à fait. Bah écoutez, voilà, on le sait maintenant, les assurances vie, une fois que la personne est partie, eh bien, ils vont faire des recherches approfondies pour pouvoir remettre cette somme due au final aux ayants droit. On continue, Maître Limossim, si vous le permettez, au standard au 02 62 566 566, c'est le numéro que vous avez fait. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô? Allô, oui, bonsoir. 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 Oui, je vous appelle, je suis en procédure de divorce actuellement. Oui. Il y a eu une non-conciliation le 6 juillet 2015 et dans les mesures provisoires, on avait entre autres, comme la maison est à moi, on attribuait la maison directement à moi. On demandait à monsieur de 3 mois pour quitter les lieux et normalement j'avais 600 € à lui donner comme devoir de secours. Et j'aimerais bien savoir à partir de quelle date les 3 mois débutaient. Si c'est le 6 janvier, le 6 juillet ou bien vers le 14 octobre où l'assignation en divorce a été faite. D'accord. Maître. Oui, bonsoir madame. Donc vous êtes Bonsoir. en procédure de divorce, vous êtes passée Oui. en audience de tentative de conciliation le 6 juillet Oui. et vous avez un jugement qui a été rendu et daté du 6 juillet même. Oui. Voilà. Donc madame, en matière de droit de la famille, donc Oui. comme votre situation, il y a un peu une exception, c'est-à-dire que le jugement est applicable immédiatement à compter de la date à laquelle ce jugement est rendu. Alors, si sur votre jugement, c'est-à-dire en Oui. l'occurrence votre ordonnance de non-conciliation, Oui. il est porté la date du 6 juillet 2015, même si vous l'avez reçu et peut-être parfois un petit peu plus tard, Oui. les 3 mois commencent à partir du 6 juillet 2015. Oui. Alors maintenant, il y a quand même aussi une petite précision qu'il faut savoir, c'est que là, dans votre cas, il s'agit de 2 choses. Vous parlez de 600 € que vous devez payer à monsieur, votre mari, au titre de devoir de secours, c'est-à-dire de pension alimentaire, pour parler clairement. Devoir de secours, c'est une pension alimentaire que madame doit payer à son mari. Oui. Et monsieur a quand même disposé de, c'est normal, hein, de 3 mois pour partir. Oui. Alors, je ne sais pas si monsieur avait été assisté d'un avocat. Oui, il a été assisté d'un avocat. Hein. D'accord. Qui a signé l'autre? C'est vous qui avez assigné monsieur ou bien c'est monsieur qui vous a assigné? Oui, c'est moi qui lui ai signé au divorce. Hein. D'accord. Et donc, la deuxième étape, l'assignation dont vous me parlez, c'est également vous qui l'avez continué. Oui, c'est moi qui l'ai faite aussi. Bon. Moi, je pense, madame, que les 3 mois débutent à partir du 6 juillet. Parce que c'est à partir du 6 juillet que vous devez lui payer les 600 €. Et également, les 3 mois commencent à partir du 6 juillet. Oui. Voilà. Mais comment ça se passe puisqu'il n'a jamais quitté la maison depuis. Et à l'heure actuelle, il est toujours dans la maison et je paie l'eau, l'électricité, le téléphone et tout. Alors, il faut regarder une chose, madame. Il faut savoir si, dans votre ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire votre jugement, il est écrit que monsieur doit partir au bout d'un délai de 3 mois. Oui. Est-ce que le juge a mis, après cette phrase-là, ordonne l'expulsion au cas où? Est-ce que si ce n'est pas écrit, madame, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les tribunaux, c'est-à-dire le juge aux affaires familiales, n'ajoutent pas systématiquement cette mention qui dit qu'en cas de... quand on donne un délai à la personne, si celle-ci ne part pas au bout de ce délai, il y aura immédiatement une mesure d'expulsion. Alors, si ce n'est pas écrit si c'est pas écrit dans votre jugement, la chose va être un petit peu difficile.
il faudra voir votre avocat pour que votre avocat fasse ajouter cette mention. Parce que là, vous avez un jugement, mais vous n'avez pas les moyens de l'expulser. Oui, je voulais vous dire aussi, mais pendant ce temps, je ne peux plus vivre chez lui, parce que c'est un homme très violent, et moi, je suis en dehors de la maison. Qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle? Eh bien, faire appliquer, exécuter votre décision qui fait que c'est vous qui avez l'attribution du domicile conjugal parce que c'est impropre, c'est-à-dire bien de fond à vous. Oui, mais on n'a pas tenu compte du domicile conjugal que j'avais à faire, les 3 mois, mais par contre, lui, il a envoyé un huissier me voir pour me donner l'ordre de payer depuis juillet l'année dernière, et il a donné une fausse adresse à l'huissier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'a pas mis l'adresse où il habitait actuellement, chez moi. C'est un avantage, ça. Madame, donc faites constater, je suppose que vous pouvez faire constater que c'est monsieur qui habite chez vous en ce moment. Soit vous faites un constat d'huissier, soit on peut le voir peut-être aussi, je ne sais pas, vous avez des témoins qui montrent, ou bien ces courriers qui arrivent dans votre boîte aux lettres. Il y a plusieurs possibilités de prouver que monsieur habite dans votre domicile. Oui, il y a plusieurs, mais comme il habite chez moi, il prend mes courriers, tout ça, il jette tous mes courriers. En fin de compte, je ne reçois plus rien actuellement. Et la fois dernière, je lui ai demandé de me donner la boîte aux lettres. Il m'a donné, mais qui sait, peut-être qu'il a fait un double aussi, hein. Parce que je ne retrouve plus du tout mes courriers et les siens n'en parlent plus. Est-ce que vous avez pensé, madame, là pour le moment, pour aller très vite, pour que vous ne perdiez pas vos papiers quand même, c'est faites une chose au moins, peut-être faites suivre votre courrier momentanément chez un membre de votre famille. Oui, et là, il faut faire exécuter la décision. Voyez votre avocat, pourquoi vous ne lui avez pas demandé de faire exécuter la décision? Mais mon avocat, entre-temps, comme elle était en liquidation judiciaire et tout, donc j'ai dû prendre un autre avocat, le temps d'étudier mon dossier. Donc là, je peux plus vraiment. Et quand j'arrive chez moi, la plupart du temps, le portail est fermé, il bloque de l'intérieur, je ne peux même pas entrer dans ma maison. Alors, je pense que là, le temps que votre nouvel avocat étudie votre dossier, vous pouvez rapidement voir ça avec elle. Et puis, du moment que vous avez l'original de cette décision, vous pouvez vous-même déjà aller voir l'huissier qui a déjà commencé à travailler votre dossier et lui demander de procéder à l'expulsion de monsieur. Oui, j'espère, parce que là, en ce moment, non seulement il occupe mon domicile, je paie toutes les charges et je lui donne encore, là, puisqu'on a fait un rappel depuis juillet, j'ai 900 € à lui donner tous les mois. Alors moi, je vous conseille quand même d'agir vite pour l'expulsion. Parce que si vous ne payez pas cette pension alimentaire, par exemple, ne serait-ce que 2 mois, vous risquez une saisie sur votre salaire. Donc il faudra éviter cela. Non, c'est déjà fait. Il est parti, il a fait directement avec l'huissier, il a demandé une saisie sur salaire, comme on dit. Ah, c'est dommage alors, parce qu'il fallait éviter... écoutez, là maintenant, madame, ce qu'il vous reste à faire, c'est quand même prendre un huissier pour l'expulsion. Vous n'avez pas le choix. Faites-vous accompagner par votre avocat, mais il n'y a que l'huissier qui puisse mettre en place une mesure d'expulsion. Oui, mais je vais vous dire quelque chose aussi. Quand je lui ai demandé de partir le 14 janvier, normalement il devait partir, il m'a dit que son avocat lui a dit s'il n'a pas trouvé de place pour aller habiter, il peut rester toute la période cyclonique. Et moi, pendant ce temps-là, je reste à la rue, moi, alors. Il faut quand même commencer vos démarches, parce que les démarches prennent un certain temps. Si vous voulez être prête à le faire, il faut commencer quand même. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 20 janvier. Si vous ne faites pas vos démarches, vous ne mettez pas en place déjà les choses, vous n'aurez pas votre expulsion. En attendant, il faut faire constater la présence de monsieur chez vous. Et vous, vous êtes parti ailleurs, je ne sais pas si vous payez un loyer. Non, je ne peux pas un loyer parce que ce sont des amis qui me reçoivent. Mais entre-temps, vous savez, quand on habite chez quelqu'un, il faut donner quand même une contrepartie. Hein. Et bien là, vous ramassez donc peut-être un petit peu les preuves de tout cela. Et puis, il faut vraiment, madame, que vous mettiez en place déjà ces mesures d'expulsion, parce que ça va prendre un certain temps. Oui, mais là, je ne sais plus à qui me vouer, comme on dit. Hein. Ben écoutez, ça fait déjà depuis le mois de juillet que vous avez le jugement. Vous savez, si c'est juillet à plus 3 mois, ça fait déjà août, septembre, octobre. Oui, donc, depuis octobre, vous auriez pu commencer. Oui, mais donc là, il faut le faire. Entre-temps, l'avocat que j'avais pris au début, elle ne m'a pas défendu. J'ai tout payé au départ. Elle ne m'a pas défendu. Et donc, mon dossier est presque vide. Donc, toutes les charges sont contre moi, comme on dit. Madame, là, vous avez quand même un nouvel avocat. Vous venez de nous dire que vous avez changé d'avocat. Oui, j'ai un nouvel avocat, mais le temps que tout ça se mette en route... il faut vraiment parler avec votre nouvel avocat pour mettre tout ça en route. Et clairement, là, il ne faut plus trop attendre.
Parce que monsieur, en attendant, effectivement, comme on dit en créole, cabri mange salade, c'est lui qui profite Oui, de tout c'est ça. et vous, de rien. Mais après, est-ce que je pourrais revenir là-dessus alors? Revenez sur quoi, madame? Ben, un remboursement quand même. Ah oui, c'est Parce qu'il possible. habitait chez moi. Alors, c'est peut-être possible, mais là, il faut vraiment que vous montiez un bon dossier pour prouver tout ce que vous êtes en train de dire, pour ensuite avoir une compensation financière. Voilà, madame. J'espère qu'on a pu au moins vous renseigner, du moins Maître Limossim a pu vous orienter. Donc, Oui. au final, en résumé, allez voir un huissier pour constater en effet que la personne est toujours là. Peut-être Oui. aussi dire que il y a un vol de courrier éventuel. Et puis, Oui. quoi d'autre encore, maître? C'est tout? Alors, il y a plusieurs choses à mettre en place, notamment ces points-là. C'est-à-dire que déjà, votre nouvel avocat, il faut lui expliquer, et il faut mettre en place les mesures d'expulsion de monsieur. Et puis, normalement, votre avocat vous expliquera certainement qu'il faudra prouver que c'est lui qui est dedans, et non pas vous. Donc, il y a plusieurs petites choses à mettre en place. Mais il faut vraiment que vous discutiez avec votre nouvel avocat. Ne restez pas sur la mauvaise expérience de votre premier avocat. Il faut vraiment, madame, mettre les cartes sur la table et dites ce que vous souhaitez. Il faut le faire. Voilà, je vous y encourage. Voilà, madame. Merci. D'accord, En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez encore d'autres questions Oui. sur votre cas et votre sujet. D'accord. Oui, oui. Très, très Ah, bonne. autre chose, j'ai besoin Non, de madame, je suis demander. désolé. Là, Oui, d'accord. voilà, il y a d'autres Allez, personnes derrière. allez, au revoir. Mais rappelez-nous sans problème mercredi prochain. D'accord, allez, Très au bonne revoir. soirée. Merci. Beaucoup, allez, au revoir. Merci, au revoir. On continue au standard avec Maître Limossim dans votre émission Les Experts Juridiques. Bonsoir, on vous écoute. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Bonne année à vous. Merci. Bonne année. Donc je vous appelle, ce serait pour rebondir sur le sujet que vous avez lancé au niveau des assurances-vie. Oui. En fait, Rebondissons. j'aimerais savoir, voilà, donc j'ai reçu un courrier donc en me disant que j'ai reçu une somme d'argent. D'accord, donc j'ai envoyé les preuves, donc un acte de naissance, donc ils ont bien vu que j'étais bien la fille de la personne concernée. Et par contre, ils m'ont envoyé un chèque, mais j'ai aucun contrat, j'ai rien du tout. Ils m'ont juste envoyé un chèque. J'aimerais juste savoir si c'est possible de demander le contrat et voir ce qui a été mis en épargne, quoi. Alors, est-ce qu'on est en mesure, en effet, de demander le contrat de cette assurance qui a été faite il y a certainement un laps de temps? Parce que je crois qu'ils ont 10 ans, en effet, pour pouvoir trouver la personne. Donc, est-ce qu'on est en droit de demander, en effet, à cette assurance d'avoir le contrat, parce qu'on ne sait pas exactement quelle somme ça a été versé. Alors ça peut être une grosse somme, et puis ils peuvent très bien peut-être donner un peu moins. Pourquoi pas? On ne dit pas que les assurances sont des voleurs. Non, c'est pas vrai. Mais on a peut-être le droit de savoir en effet ce que Maître Limossim. Donc bonsoir madame. Alors il faut savoir que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des dispositions nouvelles qui sont passées très récemment cette année, et ces dispositions qui prévoient un contrôle au niveau des établissements bancaires et financiers pour savoir si elles font tout ce qu'il faut pour retrouver les héritiers des personnes décédées, souscripteurs de contrats d'assurance vie. Alors, en revanche, je ne crois pas que cette disposition nouvelle, par exemple, sanctionne ces établissements si jamais ces établissements ne donnent pas certains éléments d'information ou de réponse. En l'occurrence, pour rejoindre votre question, est-ce que je peux ou pas demander le contrat d'assurance vie souscrit par l'auteur initial, c'est-à-dire votre papa? Alors moi, je dis la chose suivante, pour le moment, rien n'est prévu, mais je pense que quand même, vous êtes en droit. Personne ne peut vous contraindre ou ne peut vous interdire à demander une copie de ce contrat. Donc moi, à votre place, je le ferai. Alors maintenant, comme je viens de vous dire, il y a quand même un bémol, c'est que cette nouvelle disposition législative ou gouvernementale ne prévoit pas de sanction. Alors quid maintenant, si par exemple, votre établissement en question ne vous répond pas, ou vous disent tout simplement, vous oppose un refus, là, je crois, madame, il faudra peut-être écrire à Bercy pour poser et vous associer peut-être avec dorénavant une union de consommateurs pour dire que c'est très bien cette disposition, mais derrière, il faudrait peut-être en pratique prévoir aussi que ces établissements puissent être contraints également à permettre aux bénéficiaires de ce contrat de pouvoir vérifier en obtenant une copie de ce contrat.
Donc, en résumé, moi, je pense qu'il faut demander. Moi, à votre place, je le demanderai. Ouais. Et puis, si vous ne le recevez pas, soit si c'est un refus ou tout simplement pas de réponse, vous relancez. Et si tout ne joue pas, faites une copie et demandez à Bercy, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez changé un petit peu, c'est bien, c'est très bien. On nous retrouve, nous, les bénéficiaires de ces contrats. Mais à côté de cela, on n'a pas les moyens de vérifier. Oui. Vous n'allez pas faire une procédure, vous n'allez pas faire un procès pour demander une copie de contrat, c'est trop. Non, bien sûr. Mais je pense que... d'ici là, peut-être que, je ne sais pas, il y aura un accompagnement ou un médiateur prévu par le gouvernement pour pouvoir régler ce genre de problème. Consommateurs, enfin bénéficiaires consommateurs et établissements financiers. Voilà. Bon, surtout, il y a aussi une chose, c'est si vous avez donc reçu un chèque, ne l'encaissez pas. Oui, parce que c'est ce qui est indiqué en fait. Donc à partir, en fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est en fait, c'est bien indiqué. Donc à partir du moment où on encaisse ce chèque, c'est qu'on accepte la somme et ce qu'il en est. D'accord. Alors faites aussi attention à une chose, c'est que, comme vous savez, un chèque n'a qu'une durée de vie, de validité que de 1 an. Oui. Alors, il ne faudrait pas que vous perdiez le bénéfice de l'encaissement de ce chèque parce que vous serez toujours en train d'attendre une réponse de cet établissement. Oui. Ou bien vous n'avez pas de réponse et que vous êtes en train de faire une procédure ou quoi que ce soit. Donc, dès maintenant, d'ores et déjà, écrivez. Oui, madame, je vous encourage. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir rebondi. Merci. Voilà. Merci à vous de m'en avoir donné le moyen. Très bien. Merci beaucoup. J'adore votre émission. C'est super sympa, c'est génial. Continuez comme ça. Écoutez, Merci beaucoup. merci beaucoup. Très bonne soirée Merci et encore une bien, fois, bonne au année. revoir. Merci. Au revoir. On continue au standard au 02 62 566 566 dans l'émission Les Experts en direct de Télécréole avec Maître Limossim. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, messieurs, dames, Bonsoir. sur le plateau. Bonsoir. Je me présente André et j'ai voulu avoir quelques renseignements au sujet de crédit de voiture. Donc, c'est un crédit qui date de 92 où j'étais donc, on va dire, comment vous expliquer ça? Il y a eu un tribunal au tribunal de Saint-Pierre, donc j'ai bénéficié du doute, sur le doute. Donc, j'ai gagné ce procès. Et en 98, il y a eu un nouveau procès que là, j'étais condamné à payer donc ce crédit. Et là, il me relance aujourd'hui de payer ce crédit. Alors, j'ai voulu savoir la question, est-ce qu'il y a prescription au bout de tant d'années sur un dossier comme ça? D'accord. Bon, bonsoir monsieur. Si j'ai bien compris, bonsoir. vous avez un premier jugement qui vous donne raison en 92. Oui. Et puis vous avez un deuxième jugement En 98. en 98 qui, là, ce coup-ci, ne vous donne pas raison et vous êtes condamné à payer un crédit à la consommation pour un véhicule. Voilà, tout à Alors, fait, oui. ce deuxième jugement, qui est peut-être aussi une deuxième procédure de 98, Oui. il y a eu un jugement. Oui, Vous il y a avez un pas- jugement. vous Et n'avez je pas n'ai fait appel de ce parce que, jugement. bon, j'avais des gros soucis santé, donc je n'ai pas fait appel de ce jugement. Et aujourd'hui, donc, il me réclame cette somme. Donc, on vous a retrouvé au bout de toutes ces années, de 98 à 2016. Alors, quelle est la procédure qu'il faut de... Alors, je pense, monsieur, que il y a rien eu entre 98 et 2015-2016. Non, j'ai absolument rien eu. Il n'y a que là, juste avant les fêtes de Noël, que j'ai reçu donc un montant et qui m'ont bien sûr bloqué mon compte, enfin faire saisir sur une somme à la poste, quoi, sur mon compte. Vous parlez donc c'est un huissier qui vous a C'est signifié. un huissier de métropole, oui. Un huissier de métropole qui vous a Et en signifié. plus, j'ai même logiquement, enfin, je pense que j'aurais dû déjà être avisé avec un huissier donc de la Réunion locale, et qui n'a pas été le cas puisque c'est un huissier de métropole. Qui a saisi directement votre compte en banque à la poste. Voilà. 18 ans après. Je suis assez étonnée. Donc, il faudrait bien regarder au niveau de la procédure si les choses ont été faites dans les règles avant de procéder à la saisine de votre compte en banque 18 ans après. Je veux parler sans entrer trop dans les détails techniques. Il faut, si vous voulez, un jugement aussi ancien. D'abord, il faudrait vérifier si ce jugement, à l'époque, en 98, vous avez été signifié par voie d'un huissier, c'est-à-dire que vous avez été apporté officiellement. Et ensuite, si ça a été le cas,
de 98 à 2016, vous n'avez apparemment reçu aucun courrier, que ce soit d'un Aucun huissier de courrier. métropole ou un huissier de la Réunion. Aucun. Voilà, mais moi je pense, monsieur, quand même que même si tel est le cas, ce jugement, il reste quand même exécutable. C'est-à-dire oui. que même au bout de 10 ans plus tard, mais il y a quand même quelque chose à vérifier, parce que au niveau de la loi, il y a quelque chose qui a changé. Si vous voulez, au niveau des jugements, Oui. tout jugement est exécutable 30 ans. Oui. C'est-à-dire, imaginons un jugement qui est sorti 2016, il y a 30 ans, Oui, oui. 86. Auparavant, c'était exécutable 30 ans, et le jugement est exécutable 30 ans. Mais Oui. il me semble qu'il y a peut-être une petite modification assez récente qui ferait peut-être que certains jugements ne sont plus exécutables 30 ans durant, mais peut-être 10 ans. D'accord. Là, je n'ai pas le code de procédure civile Vous l'avez sous pas, les yeux, mais c'est quelque chose à vérifier dans votre cas. D'accord. Alors, ce que je vous demanderais, c'est peut-être, si vous avez le moyen d'aller vérifier auprès d'un avocat, vous savez, dans les permanences que nous tenons, que l'Ordre des avocats de Saint-Denis ou même de Saint-Pierre tiennent dans les maisons de justice ou bien dans certaines antennes de justice, vous pouvez aller consulter un avocat et lui poser cette question. En revanche, concernant la saisie-attribution que vous avez eu sur votre compte, là, en revanche, je crois que ça a dû vous être notifié. On ne vous a pas mis sur le papier de notification de saisie que vous aviez 1 mois pour contester? Ben si, j'ai un mois, oui. Vous êtes toujours dans ce mois ou pas? Oui, je suis toujours, oui. Ah ben écoutez, il faut consulter assez rapidement un avocat, parce que le mois va passer très vite. Et sinon, Parce que si jamais il y a un problème à ce niveau-là, au niveau des délais d'exécution de ce jugement, vous avez 1 mois pour faire une procédure. Et 1 mois, ça va très très vite, parce qu'en plus, je pense que votre organisme de crédit se trouve en métropole. Voilà, c'est ça, c'est métropole, oui. Voilà. Donc, consultez un avocat assez rapidement sur le point technique que je vois, pour ne pas rater les délais. Voilà. D'accord, de ne pas rater les délais, d'accord. Mais la maison de justice, il vaut mieux un avocat. Parce qu'en ce moment, nous sommes encore un peu en vacances judiciaires. Vous savez, les vacances judiciaires, c'est jusqu'à la semaine prochaine. À mon avis, il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de permanence. Il faudra peut-être aller... Oui, interroger. Vous pouvez quand même interroger la maison de l'avocat de Saint-Denis et l'ordre des avocats de Saint-Pierre, savoir s'il y a une permanence qui est faite cette semaine, par exemple, pour aller consulter. D'accord. Ben, c'est parfait. Donc, vous me dites de voir avec un avocat d'urgence. Là. Oui, voilà. et montrer le document que vous avez reçu et lui poser la question, effectivement, vu l'ancienneté de votre jugement. Vu l'ancienneté, voilà. Voilà. Donc, voilà, monsieur. En 92, vous aviez raison, en 98, vous aviez tort, et 18 ans après, on vous dit il faut raquer. Bon, bah écoutez, voilà. C'était ça, grosso modo, l'exemple. Eh bien, écoutez, monsieur, n'hésitez surtout pas à nous rappeler. Allô? Monsieur est parti. Eh bien, écoutez, on continue au standard au 02 62 566 566. Est-il quelqu'un? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir maître. Bonsoir. Maître Limossim. Voilà, j'ai un gros problème avec un avocat. Oui. Je suis propriétaire d'une maison que je loue et j'ai eu un impayé de loyer de 6 mois. Est-ce que je peux dire le montant? Non? Si vous voulez, du moment que vous ne donnez pas de nom, c'est le principal. Voilà, le montant s'élève à 1 100 € par mois, donc j'ai eu un impayé de loyer de 6 mois. J'ai pris un avocat pour s'en occuper. Le jugement a été rendu le 6/10/2011. 2011. 2011, oui. Donc, il m'a fait parvenir sa note d'honoraire qui s'élève à temps. Il a été payé. Et il m'a même demandé un chèque pour l'huissier pour qu'il puisse continuer à faire le travail. À la date d'aujourd'hui, il ne veut pas me remettre l'original de l'ordonnance rendue par le tribunal pour que je puisse donner à l'huissier. Alors j'ai envoyé un courrier recommandé et aussi un courrier au bâtonnier, maître Léopoldine Setama, qui m'a rendu réponse qu'elle prenait en considération mon courrier. Mais jusqu'à ce jour, pas de nouvelles de mon avocat. Alors, moi, ce que je veux, est-ce qu'il y a recours pour pouvoir avoir l'original de l'ordonnance? Bon, monsieur, mais quelle est la raison pour laquelle votre ancien avocat, ne veut pas vous remettre cette ordonnance?
Ben, écoutez, moi, je ne sais pas. J'ai été le voir, j'étais voir la secrétaire. À chaque fois, la secrétaire me disait que mon dossier est toujours avec l'avocat. Et à la date d'aujourd'hui, l'avocat, il n'y a plus de bureau, je ne trouve plus. Il n'y en a plus. Ah, l'avocat n'a plus de bureau. N'a plus de bureau. Ça veut dire quoi? Il a quand même pas disparu. Ben, je Il a pense pas. arrêté. Mais où il était auparavant, il n'y est plus. D'accord. Bon, monsieur, je crois qu'il faudra quand même que vous repreniez contact avec l'ordre des avocats pour signaler votre cas, expliquer ce que vous venez de nous dire et donner la copie des premières formalités que vous avez et des marches que vous avez effectuées auprès de cet avocat et également de l'ancien bâtonnier. Parce que là, aujourd'hui, vous savez, les bâtonniers changent tous les 2 ans. Oui. Il y a un nouveau bâtonnier, donc ça a changé. Hein. Le nouveau bâtonnier qui est là depuis le 1er janvier 2016 n'est pas celui à qui vous avez écrit et n'est pas celui non plus qui était là de 2014 à 2016. Oui. Donc, faites un courrier, première chose. Déjà pour savoir où est passé votre avocat. Moi, je ne sais pas de quel avocat il s'agit. Et deuxième conseil que je vous donnerais, c'est plutôt mauvais signe. Si vous me dites qu'un avocat disparaît, ça veut dire peut-être qu'il a tout simplement arrêté de travailler. Et s'il a arrêté de travailler, c'est quand même assez compliqué d'aller retrouver un jugement que déjà à l'époque, en 2011, vous n'aviez pas. Ce qui fait que je vous donne un conseil, monsieur, qui sera assez pratique. En même temps que vous alliez effectuer vos démarches pour avertir l'ordre des avocats, le bâtonnier, Oui. vous allez également au tribunal. Si vous vous rappelez, la juridiction qui a rendu votre décision, est-ce que c'était, je suppose, c'est le tribunal d'instance de Saint-Denis peut-être, ou de Saint-Benoît, je ne sais pas. C'est bien cela? Oui, c'est bien Saint-Denis, oui. Voilà, c'est un tribunal d'instance de Saint-Denis qui a dû rendre, ou peut-être le tribunal de grande instance, je ne sais pas. Il faut aller, il faut connaître la date du jugement, le nom. Vous n'avez même pas une copie, une photocopie non plus, vous n'avez pas? Si, j'en ai une photocopie, mais pour l'huissier, il faut absolument l'original. Non, je sais. Non, c'est pas ça la question. C'est si vous avez déjà une photocopie, vous allez voir au greffe du tribunal de la juridiction qui figure sur votre jugement, votre copie, et vous expliquez votre cas en montrant les courriers que vous avez adressés à l'époque au bâtonnier, en disant que vous avez besoin qu'on vous remette un nouvel original. On va vous demander certaines formalités écrites quand même, mais allez voir directement au greffe de ce tribunal pour voir quelle formalité il vous faudra donc commencer pour obtenir une décision. D'accord. Voilà. C'est 2 choses-là que je vois, monsieur, que je vous recommande de faire. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir et merci encore. Merci, allez, au revoir. Merci de votre appel. En attendant, bien sûr, au standard, au 02 62 566 566 en direct de Télé Créole et puis bien sûr en simultané sur Créole FM avec Maître Limosim. C'est votre émission Les Experts. Une question, n'hésitez pas, on aura bien sûr le plaisir de vous orienter, de vous conseiller. Entre-temps, Maître Limosim, voler du courrier. Je la refais. Allez-y. Maître Limosim, voler du courrier, est-ce condamnable? Je viens voler du courrier dans votre boîte aux lettres. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est voler du courrier dans une boîte aux lettres. Oui. Là, vous parlez du cas du mari qui vole le courrier de sa femme dans la boîte aux lettres. Je ne vais pas vous cacher que cette question m'a été légèrement inspirée par ce cas, mais sur d'autres cas aussi. C'est vrai que des fois, on peut trouver des boîtes aux lettres un petit peu fracturées. On prend quelque chose, ou alors, bien sûr, on a un ennemi, et puis on a envie, bien sûr, de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie privée. Et on va voler. Et moi, je sais que d'un autre côté, dans ma boîte aux lettres, on m'a volé du courrier. Et je sais qui c'est. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est condamnable? Alors, je fais un distinguo. En fait, qui a volé le courrier? Laurent, si vous ça, on savez, sait pas. Mais le courrier, si vous savez qui c'est, il faut porter plainte. Si vous avez une idée. Maintenant, bien sûr, voler le courrier de quelqu'un, c'est quand même une soustraction frauduleuse et pénalement répréhensible et donc prévu comme un vol. C'est un vol. C'est un vol. C'est un vol. D'accord. Maintenant, pour revenir au cas particulier, quand même, c'est anecdotique, mais c'est important, de madame qui se fait voler son courrier par son mari. Là se pose une question un peu plus complexe. Parce qu'il faut savoir qu'entre mari et femme, normalement, il n'y a pas de vol. Normalement. Oui, et divorcés? Ils ne sont pas divorcés, ils sont sont en cours de procédure. Oui, et alors, quand c'est divorcé, quand ils ont divorcé, admettons, ce sont deux personnes étrangères et on n'a pas le droit de voler son ex-mari et son ex-femme, bien entendu. D'accord. Donc, allez porter plainte. Ça veut dire que moi, si je me marie avec ma femme, tac, hop, je peux prendre dans son sac à main, hop, de l'argent un peu dedans et elle peut rien me dire.
Il n'y a pas de vol, mais en revanche, je suis sûre que on pourra trouver d'autres qualifications pénales, Ouais. parce que c'est quand même pas très normal. Ouais. Ça peut être l'abus de confiance, C'est ça. peut être l'escroquerie, mais du vol direct, pas vraiment. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces précisions. Sinon, ce serait pas trop juste. Hein. Ouais. On peut pas tout faire, quand même, entre mari et femme. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, enfin, voler du courrier quand même. Bon, hormis cette histoire-là, c'est vrai qu'on peut avoir un relevé compte bancaire, etc. Et puis on peut faire des usages de faux. Hein. C'est vrai, ça peut se faire comme ça. Oui, Attention. moi j'ai quand même. déjà vu. Hein. Donc J'ai mettez déjà un vu. système d'alarme dans votre boîte aux lettres. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Et de votre sac à main. Et dans le sac à main aussi. Donc vous vous mariez pas, c'est aussi simple. Quoi, ça vous si on se marie pas, c'est dommage pour vous parce que les divorces c'est quand même bien pour les avocats. Oui. Hein, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. Allez, on continue au 02 62 566 566. On attend vos appels. Oh, miracle, il y a un appel. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Je voudrais avoir un renseignement. C'est pour une question, quoi. Bah oui. J'avais un compte d'épargne. Oui. Ça datait depuis... j'avais 15 ans. Mhm. Et c'était à 18 ans, je crois que c'était le compte épargne pour pouvoir, en 73, pour retirer l'argent de sur le compte épargne livret A. Ouais. Et j'ai oublié ce carnet-là. Dans un tiroir, j'ai oublié. Mhm. Et un jour, je retrouve le carnet, j'écris à la poste de Saint-Denis. Mhm. Et on me dit que le compte était fermé. Ah. Parce que j'étais adolescente, j'étais encore jeune. C'est en 73, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Et depuis ça, j'ai refait des lettres recommandées sur la France aussi. Ils m'ont dit qu'après 30 ans, le compte n'existe plus. Et ouais, parce que ça fait quand même 78, 42 78, ans, en 73, c'est en 73. Ça fait 42 ans, ça. Vous avez entamé... Bon, c'était votre question, madame. Oui, justement, Donc, parce que oui. j'ai recherché un peu, quoi. Alors, madame, vous avez entamé... je voulais vous poser une question avant. Vous avez entamé vos démarches moins de 30 ans ou plus de 30 ans après? Pour 30 ans après, Comment? c'était un oubli. Plus de 30 ans après? Oui. Vous avez entamé vos démarches plus de 30 ans après? Oui. Ah, non, je ne crois pas avoir une bonne nouvelle à vous annoncer. Je crois que ils ont raison et c'est un peu fichu pour vous, là. Hein. D'accord. Ouais, 30 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup pour deux raisons. D'abord, si je pense que l'établissement financier et bancaire vous a répondu comme cela, c'est tout simplement parce que, aussi, au point de vue légal, on ne peut pas, vous savez, entamer une procédure si pendant 30 ans, vous saviez ou oubliez quelque chose et vous vous en êtes rendu compte 30 ans après. Donc, non. Mais surtout, c'était en France CFA. Donc, il y a aussi un problème de conversion de la monnaie, mais bon, ça, c'est pas le plus gros problème. Ouais. Mais 30 ans après, 78 à aujourd'hui, ça fait quand même 36 ans. Oui. Mais le temps, il passe vite. Non, Ah bah oui, puis le compte, et le compte s'évapore. Voilà. Ça serait un peu la moralité, en fait, de l'histoire. Sauf si, effectivement, même ça, vous êtes devenu majeur en 78, c'est ça? Non, j'étais pas majeure, je pouvais pas toucher cet argent-là, il fallait attendre 73. Non, 78, vous aviez dit, non? 73, 78. En 73, je pouvais retirer cet argent-là, pas avant. C'était en 73, mais pas avant. Non. Question de timing, délai, je crois que madame... non. C'est pas D'accord, bon. c'est ce qu'ils m'ont répondu. Je voulais c'est pas avoir bon. votre... Une confirmation, votre avis. c'est ça? Absolument. Oui, voilà. Bon, bah écoutez, madame, désolé pour vous. C'est pas grave. Merci bien. Allez, au revoir et bonne Merci. fin de soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Ah, merci de merci, au votre revoir. coup de téléphone, merci. Car cette émission, bien sûr, sans vous, elle n'est rien. Alors, surtout aussi sans vous, Maître Limosim, sans nos avocats, bien sûr, elle n'est rien. Eh bien, écoutez, on continue au standard. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Je voulais rebondir. Poser une question sur les loyers. Sur les loyers. Sur les loyers, sur les courriers. Ah, sur le courrier. Ah, comme quoi, hein. Vous voulez pas les courriers. Bon, en admettant que j'ai une maison, j'habite à Saint-Gilles-les-Bains, je fais une supposition, hein, Oui. et j'ai une maison à Saint-Gilles-les-Hauts. Ouais. Mon courrier de l'EDF arrive à Saint-Gilles-les-Hauts, que je vais pas tous les jours, Ouais. et la date est passée. Quand je ouvre ma boîte aux lettres, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que j'aurai des taxes? Est-ce que j'aurai des impayés? Je sais pas moi.
Ah, alors ça c'est un gros problème, et d'ailleurs ce problème-là, des fois on le retrouve aussi avec des PV. Quand on reçoit les PV ici, parce que ça part en métropole, le temps qu'ils gèrent les trucs à Rennes, tout ça tranquillement. La date est dépassée. Et la date elle est dépassée, et dès qu'on arrive avec le courrier, on dit ah bah non mais j'ai 10% dans le groin. C'est un peu dans cet esprit-là que vous voulez poser cette question? Non, mais le cas particulier de Exactement, monsieur exactement. aussi, c'est qu'il habite 2 endroits presque. Vous habitez presque 2 endroits et vous faites parvenir vos courriers, certains courriers en bas et certains courriers en haut. Exactement. Bon, là, monsieur, je pense que votre situation est un petit peu compliquée parce que si c'est vous qui n'ouvrez pas votre boîte aux lettres en temps voulu, parce que parfois vous êtes en bas et parfois vous êtes à la mer, parfois vous êtes à la montagne, Exactement. là c'est plutôt, c'est pas la faute, oui, du facteur, ou c'est pas la faute non plus, c'est l'adresse que vous donnez. Alors peut-être qu'une petite recommandation très pratique, si vous naviguez entre la montagne et la mer et que vous ne retirez pas votre courrier régulièrement, il y a certains, vous savez, concessionnaires comme l'eau, l'électricité, tout ça, vous pouvez mettre en place un paiement direct. Comme ça vous évite... La commune, moi j'ai pris la commune de comment ça s'appelle, Saint-Paul, Saint-Gilles, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Gilles-les-Hauts, mais c'est pas la commune que j'ai. Et la commune où j'habite, où j'ai ma deuxième résidence, ils n'ont pas de prélèvement direct, seulement en 2017. Il n'y a pas de prélèvement, que ce soit l'eau, l'électricité? Que l'eau chez tout. Ah, d'accord. C'est bon. D'accord. Alors, ce que je veux, il y a une autre solution. Hein. Ouais. Là, c'est une tactique que je vous donne. Payez en plus. Payez en plus, ça va reporter. On ne va pas vous couper l'eau. Hein. Non, ou alors, monsieur, il y a encore une autre chose. C'est que sur une des 2 adresses, vous demandez à la Poste de faire virer votre courrier à une seule adresse. Ah, ouais, d'accord. Voilà, vous allez avec la Poste, c'est un petit formulaire, et puis vous faites en effet réexpédier votre courrier en haut ou en bas. Bonne adresse où je rouvre régulièrement. Où vous habitez. Voilà, ça c'est un truc, c'est un petit coup, hein, ça va être dans les 30 € l'année ou 38, enfin moins de 40 €, quelque chose comme ça l'année, mais au moins vous êtes tranquille, et au moins il n'y a pas de problème, parce que c'est vrai que quand on est bien à 2 endroits, si on n'y va qu'une seule fois de temps en temps, c'est vrai que le courrier s'empile, s'entasse, et puis des fois les dates de péremption elles sont là avec quelques pénalités, et ça fait pas plaisir. Et c'est pas la faute du facteur. Je vais poser une deuxième question, toujours dans le même ordre d'idée. Très rapide, allez, très rapide. J'ai des loyers, mon locataire s'en va, il reçoit des lettres dans son boîte aux lettres, alors qu'il n'a pas changé d'adresse. Ah ça c'est pareil, il faut la sortir de la boîte aux lettres. Je fais pas partie de la Poste, hein, mais il faut la sortir de la boîte aux lettres et vous la mettez au-dessus. Et puis vous mettez plus à cette adresse. Et le facteur, quand il repasse, et le facteur il s'en charge. Et il reprend le courrier et il le renvoie à l'expéditeur, je pense. Donc si j'ai un nouveau locataire, je lui donne cette augmentation-là. S'il reçoit des courriers qui n'est pas à lui, il met sur la boîte aux lettres. C'est ça, c'est ça. Le box de boîte aux lettres. Absolument. Le facteur reprend. Absolument. Ou alors même il va à la rencontre de nos facteurs et à la fois il lui explique, et à ce moment-là il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand vous avez un courrier où vous n'êtes plus du tout amené à y répondre, et vous le rayez, n'habite plus ici, et vous le reposez, et puis le facteur reprendra. Voilà. Ou vous le coulez même dans une boîte à lettres et ça repart à l'expéditeur. Ah oui. Et on le remet sinon dans une boîte aux lettres. Ouais, plusieurs solutions. Merci beaucoup. Très bonne soirée, merci. Au revoir. Merci. Eh bien écoutez, on va continuer. Alors on parlait bien sûr du courrier, etc. Une petite chose, on passe en jugement, on passe à la cour. Bon, il y a un jugement, il a été donné, on a gagné, d'accord. Une fois qu'on a gagné un jugement, il y a encore des démarches à faire une fois qu'on a eu... Oui, bien sûr qu'il y a encore des démarches à faire. Voilà, ça et peut c'est dire un vous gros avez gagné, morceau. bravo. Et là, on se met pas les pouces tout de suite. Là, on continue, on attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un gros morceau, un gros travail, parce que parfois on peut avoir un beau jugement, on gagne, mais ensuite, il faut récupérer les sous. Et là, parfois, c'est pas facile parce que on peut être confronté à des débiteurs assez retors, qui a déjà dissimulé ses revenus, qui n'a jamais d'argent sur compte en banque ou qui ne travaille pas. Donc, c'est toujours pas facile. Ce qui fait que, en général, ça peut prendre un certain temps. Si on n'a pas un débiteur
solvable ou qu'on ne peut pas retrouver facilement, ça peut prendre un certain temps. Donc c'est à la fois un premier boulot que d'avoir un jugement, Oui. à la fois ensuite un second boulot que une tâche vraiment différente si le débiteur est plutôt récalcitrant, ne veut pas payer. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place parfois, D'accord, donc là, accompagné de votre avocat et de l'huissier. D'accord, donc quand on a gagné, donc on est C'est pas fini. C'est pas fini, mais Non. en fait, il faut quand même appeler un huissier, quoi qu'il advienne, au Oui, final. bien sûr. D'accord. Soit votre avocat vous accompagne avec l'huissier, soit vous dites c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Vous récupérez votre original chez votre avocat et vous choisissez votre huissier. Et l'huissier est aux frais de... D'abord de vous-même, Ouais. parce que au départ il n'y a pas d'argent. Bah oui. Vous avancez la provision des frais d'huissier. Ensuite, si l'huissier arrive à recouvrer les sommes, évidemment ces sommes que vous avez avancées, c'est une avance, sont récupérées sur votre débiteur. Mais vous devez faire l'avance, c'est normal. D'accord, donc il y a quand même une bonne patience à avoir quand même. Très Il y bien. a une chose quand même, je dois ajouter, c'est que, vous savez, souvent dans la population, il y a des gens qui ont souscrit une assurance de protection juridique. Beaucoup de gens oublient qu'ils ont souscrit une C'est protection juridique. Je parle bien d'une assurance de protection juridique, je ne parle pas d'assurance rattachée par exemple en cas d'accident de véhicule, un problème d'incendie de la maison. C'est-à-dire c'est pas rattaché à une assurance habitation ou une assurance véhicule, c'est une protection juridique que vous souscrivez, qui en général n'est pas très chère. Je crois qu'on peut souscrire des assurances convenables pour peut-être 15-20 euros par mois. Et ces protections juridiques vous accompagnent dans l'avancement de certains frais, notamment les frais d'avocat, les frais de procédure. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Bah, merci pour ce conseil. On se retrouve au standard au 02 62 56 6 5 6 6. Bonsoir, on vous écoute. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais poser quelques questions suite à des menaces de mort, s'il vous plaît. Alors, quelques questions. On va d'abord faire une question. Menace de mort, vous dites? Oui, à des menaces de mort, oui. Ah ouais. Allez-y. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Oui, j'aimerais savoir à qui me tourner parce que ça fait 3 ans et demi que je suis séparée et mon ex a eu un procès verbal au niveau de la justice. Oh là 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 là. Non, il a eu Excusez-nous, madame. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Eh bien, vous avez de la chance. Nous, non. Là, c'est mieux? Allez-y, parlez pour voir. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui? Oui. D'accord. Très bien. Ok. Donc, j'explique mon problème. C'est que j'ai eu des violences conjugales, un nez cassé, un traumatisme crânien, 7 jours d'ITT, et j'étais obligée de quitter ma maison conjugale pour partir d'un loyer. Suite à ça, la procureure a décidé de me donner à monsieur 3 ans de sursis et 1 500 euros d'amende. Pendant tout son sursis, c'était bon, il était tranquille. Mais là, récemment, il a recommencé à me faire des menaces de mort en disant que si je ne retourne pas avec lui, le mois de février, il mettra fin à ses jours et il va me mettre avec lui. Waouh. Alors ça, par contre, c'est ce qu'on appelle aussi des faits divers, et c'est vrai qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, de toute manière. Ça, c'est la première chose déjà qu'on pourra vous dire. Donc, madame, moi je pense que vous devriez là faire peut-être 2 types de démarches. Hein. Oui. C'est déjà aller porter plainte. C'est fait, j'ai fait ce matin parce que sa répétition, ça fait 15 jours, c'est sans arrêt qu'il fait ça, donc je suis malade, j'ai plus de plaquettes, j'ai plus de globules. C'est clair. J'ai plus de fer, donc voilà, ça m'angoisse quoi. Bien sûr. Et ce matin, j'étais chez le médecin pour faire un certificat médical à nouveau, et j'étais à la gendarmerie. Donc les gendarmes m'ont dit d'attendre le verdict du procureur pour savoir qu'est-ce que je dois faire ou pas. Là, en attendant, madame, parce que vous êtes vraiment mal. Vous êtes vraiment mal, on l'entend sur l'antenne, sur les ondes. Vous êtes vraiment mal, vous avez porté plainte, mais il faudrait aussi que vous fassiez accompagner. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester toute seule déjà. Hein. Oui. Il faut que vous soyez avec votre famille. Si vous craignez, vous êtes pas bien, là, vous êtes un peu fragile. Non, ne je restez suis pas pas bien. toute seule. Ne restez pas toute seule. Restez avec votre famille, vos enfants, je ne sais pas. Oui. Restez toujours avec quelqu'un, ça va vous rassurer déjà pour être forte le temps que la procédure se mette en place. Alors, D'accord. vous avez déjà porté plainte ce matin, c'est une bonne chose. Est-ce que là- je faudrait que je refais parce que cet après-midi, enfin aujourd'hui, il a téléphoné à mon fils à 12h30 en disant ouais, je vais fouiller un trou, je vais mettre ta mère dedans.
et tu seras obligé de venir nous rapporter des fleurs tous les deux, ton père et ta mère. À 2h, il a dit la même chose avec ma fille. Et à 4h30, il s'est permis d'arrêter devant chez moi pour venir dire à ma fille, ouais, j'attends jusqu'à le mois de février, puis ta maman, elle sera morte. Madame... Donc, est-ce qu'il faut que je peux à nouveau reporter plainte demain ou pas? Je ne sais pas. Les enfants, Oui, madame, moi je pense que demain, il faudra aller de nouveau porter plainte en disant ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Allez-y avec votre fils et votre fille et demandez donc aux enquêteurs de réagir assez rapidement. Oui. Par exemple, s'ils ne peuvent pas déjà appeler monsieur pour le convoquer assez rapidement. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment, il n'y a que la menace d'une condamnation judiciaire qui le ferait rester à carreau. Parce que vous nous avez dit que il est resté tranquille le temps du CSI, donc il a très bien calculé. Et peut-être même que c'est un manipulateur, votre mari. Hein, et comme par hasard, il est resté tranquille tout le temps du CSI. Et comme par hasard, son CSI est terminé, il recommence. Donc, expliquez bien ce cas aux enquêteurs et qu'il essaye au moins déjà le convoquer, de l'appeler, de lui passer un coup de fil pour le convoquer. Parce qu'il peut avoir une convocation écrite, mais parfois aussi il peut avoir une convocation verbale pour aller assez vite. Oui. Et lui dire, monsieur, faites attention, ce que vous faites n'est pas normal. Au moins, si les enquêteurs accepteraient de lui dire ça par téléphone, le temps qu'ils viennent répondre à une convocation. Je fais une comparution d'État. Voilà. D'accord. Bon courage à vous. Merci, madame. Merci beaucoup madame. de vos conseils. Ouais, merci Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, À vous aussi. pareillement. Merci, au revoir. Au revoir. Maître Limossim, est-ce qu'en effet, dans des cas comme celui-ci, comme le cas de madame, on est vraiment pris au sérieux quand on va dans un commissariat ou dans une gendarmerie? Alors, il faut faire très attention quand on va, parce que souvent, les gens, mais comme madame, ils sont mal, ils sont fragiles, ils sont stressés, et parfois, ils n'arrivent pas à exprimer clairement la situation grave dans laquelle ils sont. Et il faut savoir parfois aussi que les enquêteurs, ils ne comprennent pas forcément toute la mesure ou la gravité de la situation. Et deuxième chose, c'est que parfois, ils sont toute la journée confrontés à ce genre de choses, et il faut faire le tri. En fait, il faut faire le tri entre ce qui est grave, urgent, et ce qui n'est pas grave. Là, Voilà. Donc, dans le cas de madame, en plus avec le monsieur. Dans le cas de madame, on comprend un petit peu, moi je vois un petit peu la psychologie courante de ce genre de personnes, c'est que comme par hasard, à la fin du CSI, c'est là qu'ils recommencent ces menaces. Donc c'est pour ça qu'il faut faire comprendre cela aux enquêteurs pour qu'ils réagissent assez vite, parce que s'ils attendent la réponse du procureur, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais parfois ça peut aller assez vite, hein. Une semaine, on peut avoir une réponse. Donc il faut bien expliquer sa situation et sensibiliser les gendarmes, parce qu'elle est partie à la gendarmerie. Pour le cas de la dame, pour confirmer tout ce qu'elle dit. Un appui, absolument. Voilà, et confirmer tout ce qu'elle dit. Absolument. Bon, écoutez, madame, en tout cas, voilà, on vous souhaite bon courage et surtout, n'hésitez pas demain, suivez les conseils de Maître Limossim. On continue au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir maître. Bonsoir. Je voudrais vous poser une petite question. On aura une grande réponse à vous donner. Je me pose la question, vous savez, ma fille, on a acheté une cuisine avec quelqu'un. Oui. Avec un cuisinier. Oui. Et puis, il s'est avéré qu'on a donné des arts, on a payé une partie, etc. Et puis, au moment de livrer, il y avait une non-conformité. Quand je dis non-conformité, il ne pouvait pas nous livrer la couleur, les poignées, etc. Bref, je me suis désisté et je me suis dit, j'irai voir ailleurs. Bon. Oui. Ça, c'était clair avec eux, ils étaient plus ou moins d'accord. Et là-dessus, j'étais voir un autre cuisinier qui nous a livré une cuisine bien comme il faut. Je dis bien comme il faut. Et j'ai fait un procès à l'autre pour qu'il me rembourse ce que j'avais déjà payé. C'était une grosse somme, monsieur? Et ça fait 2 ans, voire même un petit peu plus, que ça dure. Et le procès traîne. On le renvoie. Il se présente, le cuisiniste, le premier, il se présente pas. Ça traîne. Et en attendant, moi, je me retrouve dans la panade. Donc, je demande comment ça peut se faire que la justice traîne autant.
Ah bah peut-être que la justice, des fois, on sait. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. Hein. Oui, oui. Bah pour Maître Limossim, oui. Bonsoir monsieur. Donc deux choses. Soit vous avez un avocat qui vous suit, qui suit le procès avec vous, soit vous n'avez pas. Si jamais vous avez un avocat, demandez-lui bien pourquoi. C'est pas parce que le cuisiniste, votre adversaire ne vient pas, qu'on ne peut pas quand même obtenir la clôture d'un procès et obtenir un jugement. Parce que si ça dure depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, normalement c'est un délai suffisant pour clôturer un dossier, comme celui-là. Normalement. Donc posez bien la question à votre avocat, je ne sais pas si vous en avez un dans le cadre de cette affaire. Si on en a un, voilà, posez-lui bien la question. Il va vous donner peut-être une réponse. J'en ai un pour mon assurance. Voilà, posez la question. Vous pouvez écrire à votre avocat d'assurance. Ben voilà, c'est dans le cadre. Monsieur a une protection juridique. Voilà. Très bien. C'est bien que vous êtes au courant au moins, c'est bien ça. Donc il a une protection juridique et c'est l'avocat de l'assurance qui a pris en charge son dossier. Mais parfois, vous pouvez avoir une protection juridique, mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'avocat d'assurance. Oui. Vous avez le choix de votre propre avocat. Alors, dans votre cas, écrivez à votre avocat d'assurance et même à votre assureur pour demander dans quel délai pense-t-il pouvoir clôturer votre dossier. Parce que là... On va y aller très très rapidement parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui, je comprends. Excusez-moi de vous interrompre. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est plusieurs fois, ça doit passer au tribunal, ça doit se faire, et puis c'est remis parce que monsieur, la boîte ne vient pas. Oui. C'est pas un problème, il y a un représentant. Monsieur, c'est pas un problème. Si je plus bien que madame vient de dire, oui. la faute de l'avocat. Non, moi je ne sais pas. Ce que je vous demande... Soit entre guillemets, madame, pardon, excusez-moi. Oui. Je dis soit entre guillemets, hein. Oui, entre guillemets, oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur, écrivez à l'avocat pour lui demander dans quel délai il pense pouvoir clôturer cette affaire. Et vous pouvez écrire également à votre assureur, parce que cet avocat, qui est l'avocat de l'assureur, il a des comptes à rendre à son client, qui est l'assureur. C'est pas vous qui êtes directement son client, c'est votre assureur. C'est la raison pour laquelle, moi, je doublerai ce courrier de demande d'information à votre assureur. D'accord. Ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Voilà, monsieur. Bonne soirée. Mais écoutez-moi. Une seconde. Monsieur, je suis désolé, voilà. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Vous faites l'émission tous les combien? Tous les mercredis. Ok. J'ai d'autres questions à vous poser. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Maître. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, ouais. Merci beaucoup. Maître Limossim, merci. Je me présente Fred Jolet, bonjour et bonsoir. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine avec Johanna pour une nouvelle émission, Les Experts, votre émission. Maître Limossim, bonne soirée. À très bientôt. Bonsoir à toutes, bonsoir.